je suis Loïc Ducarme, je suis le responsable de l'unité du Géoparc Terre d'Hérault qui est portée, en fait, l'unité est présente au sein du département de l'Hérault, de la direction des aides territoriales du département. Donc je vais commencer d'abord par définir ce que c'est qu'un géoparc, parce que quand on parle géoparc, on parle label mondial UNESCO, ça fait partie des 3 labels principaux qui sont prônés par l'UNESCO avec la biodiversité, le label en fait, du patrimoine mondial qui est associé majoritairement au bâti. Et ensuite, nous avons le 3e label important qui est né en 2015 à l'UNESCO, qui est le label des géoparcs mondiaux UNESCO. Donc, qu'est-ce que c'est que ce label? Alors, c'est un label qui est porté effectivement par majoritairement des géoscientifiques. On parle en grande partie de géologie. Donc, c'est un label international qui promeut, disons, majoritairement la géologie. La définition que vous avez là des géoparcs, c'est une définition très UNESCO, on va dire, donc un espace géographique unifié dans lequel on va trouver des sites géologiques qui ont un intérêt international et également d'autres sites qu'on appelle des géosites. On a mis beaucoup de géos dans les différentes nominations qu'on a, qui ont des qualités paysagères, des qualités éducatives, qui ont en tout cas un intérêt patrimonial. Et on parle ici de géologie bien sûr, mais la géologie étant le socle de tout ce qu'on peut voir autour de nous, on va bien sûr parler de tous les autres patrimoines qui sont en lien avec cela. Donc cette démarche, c'est une démarche en fait que nous avons qui est un peu bottom-up, qui est une démarche qui est portée par l'UNESCO, qui essaie de prendre en compte, avec un aspect qu'on appelle holistique, de protection de la géologie, de l'éducation et du développement durable. C'est un élément qui est très cher à l'UNESCO, la partie éducation et développement durable, mais aussi cette partie protection. Alors je vous ferai un peu l'historique tout à l'heure des géoparcs mondiaux assez rapidement parce que c'est assez long, mais l'aspect protection était très important à l'initial, et puis depuis qu'on est à l'UNESCO, les choses ont pas mal évolué. Donc l'idée de ce géoparc, c'est de faire bien sûr le lien avec les autres aspects du patrimoine. Quand on parle de géologie, on va parler de bain, du terroir, on va parler de bâtiments, on va parler bien sûr paysage, on va parler culture qui est associée avec, parce que la géologie a bien sûr un énorme impact sur la géographie, donc sur les populations. Vivre en montagne n'est pas obligatoirement la même chose que vivre en plaine, et tout ce qui est l'évolution des processus géologiques a entraîné automatiquement un impact sur les populations qui vivent dessus, donc une approche ascendante. L'UNESCO souhaite que ces géoparcs soient vraiment quelque chose qui soit fait pour les populations locales et pour pouvoir en fait amener une dimension supplémentaire pour pouvoir mieux s'approprier le patrimoine local qui est présent et pouvoir mieux le valoriser. Alors il y a 3 grands aspects que l'UNESCO porte. C'est effectivement l'aspect de développement, l'aspect de conservation qui est à l'initiale, donc on a eu un peu un changement de paradigme qui s'est fait au cours du temps, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir reconnaître cette géologie, ce patrimoine qui est présent sur le territoire, pouvoir essayer de le connaître, de mieux le préserver et également de faire le lien avec les scientifiques, c'est quelque chose qui est très important ici. L'un des objectifs du géoparc qu'on porte est bien sûr de reconnecter la science à son territoire, ou en tout cas à la population qui y vit. Souvent on a une déconnexion entre la recherche et ce qui peut se passer disons, au niveau des populations, et l'un des objectifs est à travers des partenariats que nous développons, et de pouvoir effectivement ramener cette recherche sur le territoire et pouvoir faire rencontrer, faire des conférences et de plus en plus d'événements. Une partie éducation qui est très importante, avec la partie éducation, bien sûr, autour des scolaires, mais aussi du développement de la médiation scientifique sur le territoire, je vous en parlerai un peu mieux tout à l'heure. Et bien sûr, la géologie aussi un prétexte, un outil pour sensibiliser aux enjeux actuels et aux enjeux futurs du changement climatique, des risques divers et variés que nous avons, de la ressource en eau, qui est quand même un vrai problème sur notre territoire. Et puis c'est aussi un outil de développement local, de développement territorial. L'objectif est aussi de créer une dynamique sur des territoires qui sont des fois un peu abandonnés, comme les territoires de l'Arpi qu'on peut avoir, en Montagne Noire, du côté de Caroux et de l'Espinouse, des territoires qui ont vécu bien une période grâce aux mines, etc., et qui sont un peu délaissés. Donc il y a aussi une idée de pouvoir recréer cette dynamique et de favoriser ce qu'on appelle un géotourisme. Alors c'est un tourisme vert, un tourisme scientifique, qui est défini par l'UNESCO durant une grande conférence à Arouca au Portugal, et qui a défini ça comme un tourisme qui se veut, disons, porteur de plein de beaux concepts. Donc le réseau des géoparcs, je vous en parle parce que c'est important, l'UNESCO est sensible à la partie réseau. Donc actuellement c'est 213 géoparcs à travers le monde, répartis dans 48 pays.
Alors vous devez vite remarquer sur la carte une grande polarisation de tout ça. Polarisation autour de l'Europe et polarisation autour de l'Asie. Alors pourquoi c'est historique? Les premiers géoparcs, ou le concept, on va dire, de géodiversité qui est né des rives de la biodiversité. Et la première grande conférence qui a été faite sur Digne-les-Bains, donc qui est le premier géoparc mondial, qui était la conférence de la mémoire de la Terre, qui réunissait des géologues et qui a un peu défini, on va dire, les droits, et qui a, pas les droits de la Terre, mais on va dire cette notion en fait de géopatrimoine, et qui a voulu surtout la protéger et créer ce concept de géoparc. Et ça, c'était dans les années 90, ouais. Et ensuite, ce type de conférence a eu lieu également en 93 en Chine, portée en Asie, et ça a mené effectivement cette polarisation au début, donc la naissance des géoparcs européens, des géoparcs asiatiques, qui au fur et à mesure, en fait, ont créé les géoparcs mondiaux en 2004, et ont tout le long du processus essayé de se faire reconnaître par l'UNESCO, sauf qu'au début c'était des géologues, donc voilà, qui prenaient en compte beaucoup la conservation et pas toujours les populations locales. Et donc il a fallu entendre pas mal de va-et-vient avec l'UNESCO pour qu'en 2015, ce label soit effectivement reconnu par l'UNESCO et devienne l'un des labels principaux de l'UNESCO. Alors, je vous ai parlé maintenant du géoparc, en tout cas des géoparcs mondiaux, donc je vous donnerai un peu les calendriers à la fin, où effectivement on travaille pour obtenir ce label. Mais ce qui est important, c'est surtout en fait le géoparc Terre des Héros. C'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de créer un géoparc pour qu'il soit viable avec ou sans label. Et ça c'est assez important. Alors c'est d'abord un territoire en géoparc, vous avez vu la définition tout à l'heure, donc là c'est le territoire de l'Hérault, et en rouge vous avez la limite du géoparc. À l'intérieur c'est tous les géosites qu'on met en valeur, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Du coup, c'est 2046 km² de l'Hérault, donc c'est un tiers du territoire héroltais qu'on essaie de faire rentrer à l'UNESCO, c'est pas rien. On a 112 communes à l'intérieur, 8 communes, 4 en entier et 4 en partie. On a plusieurs superpositions de labels, on a des PNR, on a des grands sites à l'intérieur, donc c'est effectivement un territoire qui est grand, un territoire sur lequel on essaie de créer de la connexion entre tous ces labels pour essayer de les faire vivre et pouvoir parler de géologie sur ce grand territoire. Alors, sans rentrer dans toute la longue histoire géologique et nos 540 millions d'années qu'on peut raconter sur notre territoire, c'est une frise qu'on a créée pour pouvoir un peu résumer, en tout cas montrer un peu l'évolution avec certaines phases géologiques que nous avons dessus. Mais cette longue histoire commence effectivement au Cambrien, proche du pôle sud, avant que les continents continuent à dériver jusqu'à arriver à notre position actuelle. Et on a effectivement des grandes phases qui se sont mises en place. Les premières sont vraiment durant le Paléozoïque. Alors j'espère que vous connaissez quelques termes géologiques peut-être. Mais en tout cas, on a ici une échelle stratigraphique qui découpe les temps géologiques en ère, les Paléozoïque, Mésozoïque, Cénozoïque, et également en périodes. Les périodes sur le Cambrien, le Jurassique, qui est très bien connu. Et voilà, et notre géoparc permet effectivement de raconter toute cette longue histoire. On peut avoir un grand nombre de paysages qui est associé, et c'est ce qu'on a et qu'on promeut à l'UNESCO, parce que chaque territoire doit avoir une diversité, une spécificité, et notre spécificité, c'est cette diversité. C'est-à-dire que quand on parle de 540 millions d'années d'histoire géologique, on va parler de beaucoup de types de roches, de beaucoup de types de paysages qui vont se former au fil du temps, et c'est ce qui est notre richesse quelque part, parce que depuis l'ouest du territoire, nous avons trouvé le reste de cette chaîne hercynienne et les premières roches, des roches qui sont déposées au Cambrien, à l'Ordovicien, et durant le Dévonien, dans les mers peu profondes, ont fini par être repris pour créer une grande chaîne de montagnes, dont les restes sont le Caroux et l'Espinouse, pour simplifier. Ensuite, on a eu la formation de grands bassins, les bassins caronifères, qu'on retrouve à Graisse-Sac, qui ont donné les charbons. On retrouve là, c'est la petite photo de la falaise de la Paladène, où on voit les alternances de charbon et de grès. Ensuite, on a donné ça a donné naissance au grand bassin permien également, le bassin permien de l'Odène, qui a 270 millions d'années, qui permet de raconter une partie de l'effondrement lent et continu de cette chaîne de montagnes. Et ensuite, on a une nouvelle transition qui va se faire au niveau marin. On va avoir tout le dépôt au moment de notre continent, au moment où ce que deviendra notre territoire était beaucoup plus au sud. On était couvert par une mer pas loin de 150 millions d'années durant toute la partie Trias, Jurassique, Crétacé, où on a fait des grands dépôts qu'on va retrouver au niveau d'Écosse.
Et puis l'histoire continue jusqu'à l'histoire actuelle et l'histoire de la Méditerranée, de l'ouverture de cette Méditerranée qui a permis en fait la création de nos plaines qu'on continue. Alors je vous la fais rapidement parce qu'on peut y passer beaucoup de temps, mais c'est simplement pour vous montrer qu'on a une grande diversité sur notre territoire, une diversité de processus, une diversité de paysages et une longue histoire géologique qu'on peut voir ici sur cette carte géologique simplifiée. Chaque couleur représente effectivement une série sédimentaire, donc un âge qui est associé. Donc on recoupe quasiment effectivement l'ensemble de l'échelle stratigraphique au silurien près qui est un peu absent sur le territoire, sauf quelques affleurements. Donc on a une grande diversité, beaucoup de processus, et on a aussi des sites géologiques de grand intérêt. On compte 11 sites géologiques d'intérêt internationaux qui sont sur le territoire, dont 3 stratotypes. Alors les stratotypes, si vous ne les connaissez pas, sont les lieux où on va pouvoir en fait déterminer certaines périodes géologiques très précises, qui sont des sites du coup, de renommée internationale, qui permettent de poser ce qu'on appelle le fameux clou d'or. Ce clou d'or-là permet d'être la référence internationale sur les âges. Donc, on a au moins 3 sur le territoire, ce qui est une grande richesse. Peu de géoparcs ont la capacité d'avoir autant de jolis sites. Et comme je vous dis, longue histoire géologique, une grande diversité. Donc ici, on a une autre carte, alors qui est un peu brute, hein, je n'ai pas eu le temps de trop la travailler, c'est ma carte de travail, mais qui représente les ensembles lithotectoniques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ensemble lithotectonique? C'est un ensemble qui permet de montrer en fait l'évolution, sédimentaire et tectonique de certaines parties de notre territoire et qui représente grosso modo les grands ensembles paysagers que nous avons sur notre territoire. On peut voir qu'on en a plusieurs, depuis l'ouest du territoire, la partie sombre, qui représente les roches les plus vieilles, le Caroux, l'Espinouse, jusqu'à arriver au pic de Vissou, qui est sous Clermont-Lérault. On a nos grands bassins paléozoïques, dont je vous ai parlé, qui sont au centre, en gris. Donc à l'ouest, la partie du Grèce-Sac avec ses charbons. Au centre, on a effectivement les roches du Permien qui sont là, donc du lac du Salagou, les ruches du Permien. Et tout ce qui est bleu, effectivement, représente une grande partie des dépôts calcaires que nous avons sur notre territoire, avec des évolutions différentes, parce que les calcaires sont aussi représentés en vert, mais ils sont sur la partie sud d'une grande faille qu'on retrouve au milieu de la carte, qui est la faille des Cévennes, et qu'on peut évoluer différemment. Et puis on va retrouver ensuite, sorte de jaune que nous avons là, les plaines de l'Hérault. Donc la partie quasiment la plus jeune, avec ce petit chapelet qui recoupe, qui est en bleu foncé, qui sont tous les volcans que nous avons dans l'Hérault, ou en tout cas toutes les coulées ou cheminées volcaniques. Donc ça représente divers paysages, des grandes unités paysagères qui montrent cette richesse à travers le territoire. Alors pour vous montrer quelques photos, alors je mets des gens des fois sur les photos parce que la géologie seule n'est pas toujours, il faut montrer qu'il y a de la vie quand même. Donc on part effectivement ici depuis la montagne noire avec les monts de Caroux qui sont en arrière-plan de la photo qui est en haut à gauche. Les roches quasiment les plus vieilles que nous avons sur notre territoire, depuis la croix de Moudis qui sont les falaises d'Orques qui sont les Cambriens. On a ici le pic de Vissou. Et ici les carrières de marbre de Cougnac, que nous avons près de Cessenon-sur-Orbe, qui sont aussi d'âge dévonien et qui sont vieilles. On continue avec cette diversité paysagère, la falaise de la Padette, dont je vous ai parlé, avec les restes de la mine Simon, qui est une mine qui a été longtemps exploitée, qui est une des mines principales sur Grèce-Sac. Bien sûr le lac du Salagou, avec une vue magnifique depuis un point de vue qu'on a, depuis le col de la Merquière, qui montre effectivement les roches du Salagou et qui sont nappées au-dessus par les roches du Trias, qui sont un peu plus jeunes. On a ici 300 millions d'années qui nous observent, qui nous contemplent, avec ici, nous avons la cheminée volcanique du volcan qui est présent et un petit château. Donc cette photo, je l'aime bien parce qu'elle permet de faire le lien entre l'homme et la pierre, quelque part, parce qu'on a l'histoire géologique et l'histoire de l'homme qui vient se poser dessus. Ça se trouve où, cette cheminée là? Alors, cette cheminée-là, on retrouve sur la partie sud du lac du Salagou. C'est le col de la Merquière, c'est la route qui passe près de Salas. Si vous connaissez Salas, Mourez, Salas, c'est une route qui part en direction de Bédarieux. Et là, il y a un col qu'on est en train d'aménager pour avoir un belvédère au point de vue, qui sera celui-là. Et ça permet d'avoir cette magnifique... Alors, il y a pas mal de choses à dire dessus, mais je vais avancer. On continue sur cette diversité paysagère. C'est important parce qu'ici, on a des roches marines. Tout ça, ce sont des roches marines. On a des roches calcaires, y
constituent effectivement l'Écosse, mais on a aussi des roches dolomitiques du cirque de Mourez. Et le type de roche, vous le voyez là, est très important parce que les processus d'érosion ont un impact différent en fonction des types de roches. Ici, sur le cirque de Mourez, dû à la vis qui passe là, on a un système d'érosion qui est assez, on va dire, continu, linéaire, du cours de la rivière, alors qu'en haut à gauche, on a des dolomies. Et les dolomies se rendent complètement différemment que par rapport au calcaire. C'est majoritairement dû à des systèmes de fractures qui sont présents et voilà, le gel-dégel qui fait son action. Et du coup, voilà, ces processus géologiques ont un impact sur les paysages et la diversité de roches permet en tout cas de les mettre en valeur. Et pour finir, la partie plaine, alors ici mon point de vue depuis Montpérou, depuis le château de Montpérou qui montre les plaines de l'Hérault, un site de la Gravière qui est un site qui est intéressant pour tous les processus fluviatiles. Vous le connaissez probablement bien, qui est le point de vue depuis le pont du Diable, et ici le Nec de la Roque au lac du Salagou, qui permet effectivement de finir cette longue histoire. On est ici vers 2,5 millions d'années, un peu moins, vers 2 millions d'années pour la mise en place de ce volcanisme. Alors je vous ai parlé de géologie, mais comme je vous ai dit, le géoparc, c'est pas que de la géologie, c'est la raison pour parler de tout le reste, on va dire. Donc il y a l'esprit, alors les gens viennent parler de l'esprit des lieux, l'esprit des géoparcs, voilà. Pourquoi pas, je veux bien garder le terme. L'idée là-dedans, dans cette dynamique, c'est surtout de pouvoir continuer à encourager les gens à se reconnecter, à se réapproprier un peu les lieux, à mieux les connaître, à pouvoir mieux les valoriser. On s'en rend compte souvent, moi-même qui ai pas mal fait d'international, que des fois on connaît mieux ce qui se passe loin que ce qui se passe sur notre territoire. Et donc du coup, c'est l'une des volontés du géoparc, c'est de pouvoir mieux s'approprier, que la population s'approprie mieux et connaisse mieux son territoire. Bien sûr, pouvoir le valoriser, sa culture locale, on a une riche culture, parfois on oublie, également ses traditions, et pouvoir promouvoir ce développement territorial, ce développement durable dans le respect de notre territoire, et créer du lien. On a déjà plein de structures, plein de labels sur notre territoire qui sont présents, mais l'idée est d'aller plus loin, de pouvoir connecter tous ces labels, de pouvoir en faire de ce grand géoparc, on va dire, quelque chose qui soit dynamique et qui favorise la synergie et la co-construction. Alors j'aime bien cette phrase, je trouve qu'elle résume bien la pensée du géoparc, c'est on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Donc je pense que c'est une bonne philosophie dans les lieux. Et pour répondre à ces objectifs, on a plein d'activités. Donc je voulais passer un peu en revue là-dessus. Donc on travaille bien sûr sur le développement éducatif. Là-dessus, on travaille à développer effectivement plein de projets avec les partenaires. On nous mène des projets, on forme des médiateurs scientifiques sur le terrain pour pouvoir parler de géologie, pour pouvoir mieux parler du patrimoine au sens large. Tout ça est guidé par une commission de médiation scientifique qui regroupe 12 experts, 12 scientifiques, souvent des professeurs émérites en géologie, en archéologie, en paléontologie. On a divers profils qui sont présents dedans. On voit aussi une diversité de patrimoine. On parle bien sûr de géologie, mais c'est aussi bien sûr la notion de paysage qui est très importante. On promeut bien sûr toute la partie, alors j'ai regardé géologie, mais c'est la partie vignoble qui était présente là, parce qu'on a fait une dégustation de vin, mais donc la partie terroir est importante. Mais quand on parle du socle, on va bien sûr parler de biodiversité, de nature, etc. Donc on a pas mal de nos médiateurs avec qui on travaille, qui sont d'abord naturalistes et autres, et qui veulent parler mieux de géologie, donc on les forme au fur et à mesure. Et bien sûr, c'est aussi faire le lien avec l'architecture et notre patrimoine bâti. Il est très facile de parler géologie quand on va parler de bâti, et je pense que c'est hyper intéressant de pouvoir faire le lien avec les carrières, avec comment on construit un bâtiment à partir des différents types de roches qu'on peut avoir localement. Et quand on parle de patrimoine, alors ça va vous faire peut-être sourire un peu, mais on parle aussi bien sûr de culture, de travail artistique. On a le travail de Paul Dardier, qui est un sculpteur qui est bien connu dans le pays. On parle aussi de garder un peu des traditions, la balle au tambourin. J'étais longtemps joueur de tambourin quand j'étais jeune. Mais c'est une tradition qui est locale, qui n'est pas unique, qui vient d'Italie, mais qui est quelque chose qu'on essaie de sauvegarder et de travailler. On a un magnifique musée d'ailleurs à Gignac, qui est l'une des dernières fabriques de tambourins de France, et les animaux totémiques. Alors l'UNESCO est extrêmement sensible à conserver ces idées-là. Je ne sais pas si vous connaissez les animaux totémiques, on en a quelques-uns sur le territoire, quelques villages qui continuent à avoir des animaux qui ont été créés dans l'imaginaire du Moyen-Âge et qui ont traversé les temps et qui sont des éléments hyper sympas et les fêtes festives qu'on peut avoir sur les différents villages. Et comme je vous l'ai dit, on parle aussi tourisme. L'idée est de ne pas faire venir plus de gens sur le territoire, mais plutôt mieux répartir la masse
de gens que nous avons sur notre territoire. On a déjà beaucoup de touristes, on a des plages qui sont bondées, vous le savez, qui sont trop, et on a un arrière-pays qui est très riche et qui demanderait à être plus développé. Donc c'est aussi un objectif du géoparc, c'est pouvoir en fait ramener du monde un peu sur cet arrière-pays pour plus le faire vivre et pouvoir mieux le développer économiquement, voilà, en faisant un tourisme respectueux, un tourisme vert. Donc ici la carte représente les 55 géosites qu'on met en valeur sur le territoire pour l'instant. L'idée d'en avoir peut-être plus avec le temps. On a différentes catégories de géosites, les sites géologiques, bien sûr. On ne les a pas tous ouverts, on a plus de 80 répertoriés, donc l'objectif est d'en conserver quelques-uns pour la science, qui sont fragiles, etc. On a des belvédères également qui permettent d'avoir des beaux points de vue, des sites culturels, des musées, quelques sites patrimoniaux. On est d'ailleurs preneur de travaux pour avoir de nouveaux sites patrimoniaux à pouvoir mettre en valeur. C'est un travail de fond qu'on n'a pas encore mené, mais qu'on espère mener sur le deuxième plan d'action à partir de 2026. Et bien sûr des sites de biodiversité qui sont les espaces naturels sensibles qui appartiennent au département qu'on souhaite mettre en valeur. On parle aussi de protection. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la dalle de la Lieud. Bien sûr, quand on parle de patrimoine, comme je vous l'ai dit, l'une des bases en fait, du géoparc, c'est aussi protéger notre patrimoine. Alors, la dalle de la Lieud appartenait à une association qui avait construit dans les années 60 cet édifice pour pouvoir la protéger. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la dalle de la Lieud, c'est une dalle paléontologique sur laquelle on trouve plus de 900 traces de sauriens, si je ne dis pas de bêtises, qui sont présents dessus. C'est réparti en 18 pistes. Et sur ces 18 pistes, 8 de ces pistes-là ont permis de déterminer 4 nouvelles espèces à partir des traces qui sont présentes dessus. Donc c'est une dalle qui est hyper importante, qui est connue au niveau international, qui a été fortement étudiée. Et vu qu'elle a été laissée en décrépitude, on va dire, le département l'a rachetée en 2023 pour pouvoir la protéger. Donc on est en train de faire un projet d'étude dessus avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et Paris-Saclay. On a les 2 experts des traces de cette période, hyper bien. Ce sont les dalles qui sont sur la partie sud du Salagou, pour les resituer. Et donc voilà, on a l'idée de pouvoir en fait faire un modèle 3D sur cette dalle-là. Ça n'a jamais été fait, donc on va faire tout des relevés. Ça aura lieu au mois d'avril l'an prochain. Les dates ne sont pas encore tout à fait fixées, mais vous êtes bienvenus sur le site. On aura des chercheurs, on aura des étudiants de master qui seront là pour nettoyer, pour faire les relevés, etc. Donc, on va essayer de communiquer dessus parce que c'est un bel endroit. Et après l'avoir, disons, avoir fait des relevés dessus et pouvoir faire un modèle 3D pour pouvoir protéger cette dalle-là dans le futur, on va essayer de la développer, d'essayer de pouvoir aménager ce lieu potentiellement, ou en tout cas de parler avec nos acteurs locaux, de savoir comment on a envie de mettre en valeur ce lieu. Mais comme je vous le dis, on parle également en fait, de protection, mais également c'est un outil, le géoparc, pour parler de toutes les problématiques que nous avons actuellement, et on en a pas mal. Donc du changement climatique, bien sûr des risques géologiques qui sont associés. Sur le lot des voies, il y a pas mal de glissements de terrain qui sont présents. Donc l'un des facteurs qu'on met en avant ici, c'est bien sûr la ressource en eau, qui est un élément clé qui est présent, qui est problématique sur notre territoire. Donc on essaie de pouvoir, à travers les différents partenariats que nous avons avec les universités, les instituts de recherche, de pouvoir, et le département bien sûr, de pouvoir protéger cette ressource-là et pouvoir mieux la gérer, et également les risques géologiques, comme je vous ai dit, qui sont des outils de travail qu'on essaie de mettre en place avec les universités pour pouvoir mieux anticiper les risques à venir. Vous avez dû voir la campagne de communication, je ne passerai pas trop de temps, mais on gagne aussi en visibilité, on a des panneaux qui apparaissent sur le territoire, on a besoin de se montrer aussi, de montrer qu'on porte cette dynamique-là, et c'est important aux yeux de l'UNESCO de pouvoir être visible. Et on installe également sur les sites, sur certains, enfin, à la fin, ce sera sur tous les géosites. Vous avez vu sur la carte géotouristique, des panneaux d'entrée de site qui sont souvent posés sur des parkings ou des endroits qu'on ne va pas dépaysager, bien sûr, mais qui, pour montrer que c'est un site géologique d'importance et pour un peu parler de la démarche. Et bien sûr, tous les outils de communication classiques qu'on déploie et que vous avez dû voir apparaître au fur et à mesure. Alors ce géoparc, c'est aussi un portage départemental, c'est quelque chose qui est ici important, parce que sans le département, la démarche, pour vous faire un petit historique, qui est née en 2015, il y a une association qui s'appelle Demain la Terre, qui est née une association qui est à Gignac, qui a fait un peu le tour des popotes, et on s'est rendu compte que c'était une nécessité de protéger les sites, de pouvoir mieux inclure la population locale dans cette dynamique. Donc le géoparc est né à cette période-là,
Et il a été décidé en 2021, vu l'ampleur du projet, que le département puisse prendre la suite. Et le président s'est positionné dans ce sens. Donc ça a permis de créer une vraie dynamique territoriale. Donc, je vous passe les détails de toutes les comitologies que nous avons. Bien sûr, on a un gros portage politique départemental, un gros portage politique local avec toutes les Comcom, les 112 municipalités qui sont présentes. Et on a tout un panel en fait, de comités et de commissions qui permettent de coordonner l'action sur tout le territoire. Et pour finir là-dessus, le calendrier de l'UNESCO, donc sans repasser dans les détails, cette démarche est en cours, donc le géoparc existe déjà. Nous sommes en 2024, on est en train de travailler pour déposer le dossier de candidature en novembre cette année. Si tout va bien, on aura une visite de terrain de l'UNESCO d'évaluateurs pendant une semaine durant l'été 2025, au mois de juillet ou de juin 2025, et on devrait, si tout va bien encore une fois, j'y crois fort, obtenir le label en 2026. C'est un label qui est renouvelable chaque 4 ans. Donc en fait, ça veut dire que quand on a le label, on repart sur un nouveau plan d'action et on repart sur une dynamique, l'idée de rester vivant et de continuer à construire le territoire. Et voilà, il y a un nouveau plan d'action et de nouvelles choses à faire. On parle beaucoup de géologie ces temps-ci, l'idée de pouvoir parler de tout le reste mieux, de tous les autres patrimoines que nous avons. On a beaucoup de choses qui sont abandonnées, qui sont un peu oubliées sur le territoire. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir les dynamiser, en tout cas les remettre en valeur au fil du temps. Voilà. On va aller dans un temps plus court. On quitte un peu les temps géologiques, enfin, ça dépend comment on définit la géologie, mais on va s'occuper plutôt des formations superficielles. Moi, je vais vous parler un petit peu des paysages littoraux, de leur évolution depuis le dernier massif glaciaire. Alors, pourquoi on est plusieurs à faire ça, hein, Languedoc, je ne suis pas le premier non plus, il y a des M. Madame Ambert, entre autres, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on reconstitue l'évolution des paysages littoraux? Parce que déjà, pour comprendre un littoral, il faut comprendre qu'il est issu d'une longue histoire, que ce n'est pas les phénomènes physiques qu'on observe jour après jour qui le façonnent, c'est cette accumulation de phénomènes. Ça permet aussi de comprendre les dynamiques qui l'ont créé, donc ça permet de s'intéresser à l'homme et au climat, entre autres. Et ça permet aussi de mesurer l'influence de l'homme, voilà ce que j'ai dit, du relief et du climat. Et ça permet aussi de rendre un territoire très dynamique par les processus qui opèrent dessus, et ça permet de rendre peut-être un peu plus lisible à ses habitants. Donc moi je suis géomorphologue, donc c'est une science un petit peu siamoise de la géologie. Et aussi géoarchéologue, c'est pour dire que je travaille sur les paysages récents et très souvent des archéologues. Donc pour nous, je voulais insister sur cette notion-là, parce que ça colle peut-être un petit peu avec l'expo, c'est que pour nous, les sédiments récents, donc les sédiments avant qu'ils deviennent des roches, ils témoignent du passé de la Terre, et pour nous ce sont nos archives. C'est vraiment nos archives sédimentaires que l'on peut comparer aux archives écrites des historiens. Ça permet de comprendre aussi des évolutions qui sont sur le temps long, des choses qu'à l'échelle humaine on ne peut pas observer. Et ça permet aussi une étude spatialisée et ancrée dans un territoire. C'est-à-dire que nous, on ne s'intéresse pas à des phénomènes globaux, comme pourrait faire un paléoclimatologue, hein, chacun son échelle de travail, mais à des échelles un petit peu locales et qui sont vraiment donc, ancrées dans un territoire, même si global et local sont souvent liés. Alors pour éclairer mon propos, après j'ai décliné de 3 exemples d'évolution de paysages littoraux. Je vais faire mon petit prof. Je vais vous expliquer un petit peu sur le temps long, un peu un cadre un peu général. Donc l'évolution déjà du niveau de la mer depuis le dernier maximum glaciaire. Il faut retenir juste 3 choses. Au dernier maximum glaciaire, il y a 22 000 ans, donc hier, le niveau de la mer est à moins 120 mètres. Ensuite, il y a un réchauffement climatique, ça, je pense que vous connaissez tous un petit peu ça. Les niveaux de la mer montent très vite, à peu près 10 mm par an, 11 mm par an, pendant à peu près 10 000 ans, jusqu'à il y a 7 000 ans. Et depuis 7 000 ans, cette élévation du niveau de la mer est ralentie, a été divisée par 10. Et on est en moyenne, c'est une moyenne sur 1 mm par an environ. Et actuellement, depuis un siècle, cette élévation du niveau de la mer est à 3 mm, et puis on prévoit qu'elle pourrait encore se réaccélérer. Alors, qu'est-ce que ça fait sur les paysages littoraux? Je vais vous montrer un petit peu des cartes un petit peu simples sur le Languedoc, et après je déclinerai des cas de figure, des exemples.
Alors, il y a 22 000 ans, le rivage était au large, était au bord du plateau languedocien, du golfe du Lion, et donc à peu près au droit du lait, c'est à peu près le maximum, c'est à peu près 90 km. Donc après, je vous ai dit que le niveau de la mer montait rapidement, donc c'est comme quand vous êtes dans votre baignoire, vous allumez le froid, là plutôt quand même, et vous êtes ennoyé. Donc la mer va ennoyer tout ce plateau et va pénétrer profondément dans les vallées, à la vitesse à peu près moyenne, c'est juste pour une idée, de 10 mètres par an. Parce que souvent on dit, oh mon Dieu, c'est catastrophique, l'arche de Noé, tout ça, c'est 10 mètres par an. Donc je pense qu'on peut reculer. Mais c'est bon, c'est une moyenne. Et là j'ai pris un cas, pas le maximum, j'ai pas cherché vraiment le maximum, mais c'est quand même, j'ai cherché quand même un chiffre un petit peu qui parle, donc c'est dans la zone du maximum. Donc on voit que donc la mer submerge tout le plateau, mais aussi pénètre dans les vallées, l'Aude, l'Orbe, l'Hérault, le Lez. Je ne parle pas de l'état du Rhône, mais c'est encore plus important, mais pénètre l'état du Rhône et dépasse largement Arles, arrive à peu près jusqu'à Beaucaire, et isole des îles. Alors, certaines se posent encore des questions, mais en tout cas, la Clappe était une île à cette époque-là, il y a 7000 ans. La Clappe, 7 a priori, mais il y a je regarde Yuri, mais moi j'ai pas trouvé quelque chose qui le prouvait formellement, mais on peut supposer largement que Sète aurait pu être une île à l'époque, Maguelone, etc. Et depuis 7000 ans, les fleuves ont pu colmater, sédimenter sur les rivages et donc transformer encore une fois complètement les littoraux. Et là, on voit une image un petit peu actuelle avec donc les îles ne sont plus des îles puisqu'elles sont du coup bordées par ce qu'on appelle des plaines littorales maintenant. Et il y a aussi, durant cette période-là, des lagunes qui se sont formées, qui ont différentes histoires selon différentes configurations géomorphologiques. Du coup, on a un paysage extrêmement mobile, nos littoraux sont extrêmement mobiles, depuis le néolithique au moins. Ce sont des paysages, là je vais développer, qui sont très dynamiques durant la phase de progradation. La phase de progradation, pour nous, c'est quand les sédiments gagnent sur la mer, on appelle ça une phase de progradation. Et il y a de nombreuses, ça c'est le cas général, mais il y a de nombreuses configurations différentes. Je vais en prendre quelques exemples. Ces exemples, je les prends du travail qu'on fait dans mon équipe archéologie des milieux de ressources du laboratoire ASM, archéologie des sociétés méditerranéennes. Donc là, depuis à peu près 14 ans, on a effectué 120 carottages, et je vais vous montrer qu'il y a 11 fouilles sur des plaies littorales, et la chronologie, les dates, la chronologie que j'annonce, elle est supportée par des datations par les archéologues, mais aussi par 200 datations C14. Donc si on prend un premier exemple, Ad, alors ça c'était dans le cadre d'un projet que j'ai pu diriger depuis 2014, ça s'appelle Digitag. Je crois qu'il y a peut-être une diapo après, je la passerai vite. Notre méthodologie, elle est simple. On est sur des fouilles, on collecte des sédiments, ou alors on effectue des carottages. Pas des carottages qu'on voit au fond de roches, mais des carottages de sédiments. Vous avez un petit exemple ici. Parfois, c'est sur terre ou de façon subaquatique. Et ensuite, on fait des analyses du biosédimentaire. On analyse à la fois le contenu minéralogique et lithique, enfin des grains de roche dans le sédiment, mais aussi le contenu biologique. Alors après, ça peut être des mollusques, des gastéropodes, aussi de la microfaune, foraminifères, diatomées, ostracodes. Et des fois aussi, on travaille avec des palynologues, on étudie les pollens des arbres pour reconstituer le paysage. Donc voilà, là où moi et surtout les étudiants passent beaucoup de leur temps, c'est pas clair. Hein. Donc voilà, dans le laboratoire, on tamise les sédiments, on a des analyseurs, des chromatographes, des analyseurs au rayon X qui permet d'étudier la composition du sédiment. Pourquoi on multiplie ces études? Parce que dans un paysage, si on veut avoir une idée, une vague idée du paysage, des paysages passés, il faut avoir plusieurs points de vue. Parce qu'on étudie à la fois les reliefs, à la fois les milieux lagunaires, les milieux littoraux, les milieux fluviaux, l'hydrologie aussi, l'occupation des sols, l'aménagement, les paysages végétaux, etc., etc. Donc on est obligé de croiser les approches et aussi de faire des projets pluridisciplinaires, on est obligé de croiser les disciplines pour avoir une image du passé. Ce passé, c'est comme une pièce sombre sur laquelle chacun regarderait par une petite fenêtre et pourrait apporter son point de vue. Et c'est en collaborant qu'on peut avoir une image plus ou moins fidèle du passé. Alors, premier exemple que je vais développer,
la basse plaine de l'Hérault. La limite sud du Géoparc. J'ai vu. Donc voilà, là vous avez une image, on a fait plusieurs carottages, je passe vite. On a fait, voilà, là c'est des photos de carottage, c'est du matériel assez léger, on va jusqu'à 14 mètres maximum. Des fois on peut utiliser du matériel un peu plus lourd, mais ça c'est un peu, c'est un marteau-piqueur dans lequel on met des tiges et des tubes, on enfonce ça dans le sol et on le retire. Donc si on prend tous les carottages, ça donne un petit peu, je vous ai mis ça, c'est un document de travail, c'est un sacré bazar, donc c'est tous les carottages à la même échelle, remis à la même altitude. Et donc chaque point nous renseigne sur une succession d'environnements, et après il y a une logique là-dedans, la logique spatiale, on peut l'avoir en étudiant les cartes, en regardant les cartes archéologiques, aussi une logique géomorphologique. Si vous trouvez une lagune, par exemple à Saint-Tibéry, ce qui est le cas d'un des carottages, et ben, d'une façon ou d'une autre, il faut relier cette lagune à la mer. Donc après on ordonne un petit peu ça, on simplifie un peu les choses. Là vous avez, voilà, c'est par secteur où on différencie les chenaux fluviaux, les dépôts lagunaires, les dépôts littoraux et les plaines fluviales, en faisant simple. Donc sur cette plaine de l'Hérault, on a pu remarquer avec des imageries LIDAR faire des topographies très précises au laser qui est fourni par l'IGN, et avec on fait des traitements pas très compliqués, mais quand on focalise un petit peu sur les formes très fines du relief, là on parle de décimètres, on voit des zones en dépression et des zones un petit peu qui sont légèrement surélevées. Ça ne se voit pas sur le terrain. La première fois que j'ai vu ça, je suis allé sur le terrain, je me suis dit, je vais aller voir ça, ça va être génial. C'est une question d'échelle, on ne le voit pas sur le terrain, mais le LIDAR permet de voir ça. Et donc ça nous permet aussi d'établir une stratégie, d'établir des limites. C'est-à-dire, cette dépression-là, voilà, on a pu montrer qu'il y avait une lagune et on a pu un peu la délimiter grâce à ces techniques-là. Et les résultats, un petit peu simplifiés, nous donnent donc une histoire un petit peu complexe de cette évolution des littoraux. Donc jusqu'à à peu près il y a 8000 ans, donc la mer, je vous ai dit, pénétrait dans les vallées, mais le fleuve Hérault apporte des sédiments. Donc ce n'est pas non plus un bras de mer. C'est ce qu'on appelle en termes de géomorphologie une ria. Une ria, c'est une vallée ennoyée, mais qui est aussi un petit peu encombrée, on va dire, de sédiments, à la fois qui viennent du littoral, un petit peu déplacés par les vagues, et aussi dans la vallée, directement portés par le fleuve, ou aussi par des systèmes de circulation dans les lagunes qui forment des barres sableuses, donc ici en jaune. Par contre, les sédiments de l'Hérault forment des plaines fluviales, mais elles reculent quand même, parce que l'élévation du niveau de la mer est trop rapide. Le point de bascule, c'est 7000 ans. Il y a 7000 ans, on a dans ce qu'on appelle le maximum transgressif, donc une vallée qui est quand même occupée par une large lagune, et cette lagune va le plus profondément dans les terres. Donc là, si vous connaissez un petit peu, si vous prenez l'autoroute, c'est à peu près avant les Monts-Raminus, avant la sortie 34 de l'autoroute, si vous sortez sur Pézenas, l'autoroute descend un petit peu, il y a une petite dépression, c'est le milieu de la vallée de l'Hérault, et on a carotté là, on a pu mettre en évidence une lagune qui est datée à peu près, je ne sais plus exactement la date, mais c'est autour de 7000 ans. Et depuis 7000 ans, je vous ai dit que les sédiments gagnaient sur la mer, et on a un colmatage de cette vallée, mais qui ne se fait pas de façon linéaire. Alors là, je pense que c'est même plus compliqué que ça, mais on a des lagunes qui se forment, qui se colmatent, qui peuvent se recréer, des bras fluviaux qui avancent, donc une complexité un petit peu géomorphologique qu'on ne peut pas deviner maintenant. Et tout ça est donc enregistré dans le sol, et il n'y a plus de lagune avec l'Hérault actuellement, parce que justement l'Hérault a tout apporté, ce qui est un peu moins le cas sur d'autres secteurs. Donc juste là, j'ai pas l'exemple là-dessus, mais j'aurais pu le mettre, mais par exemple, sur la lagune de Thau, il n'y a pas de grand fleuve, donc c'est pour ça que c'est resté une lagune depuis longtemps. Alors si on dézoome un petit peu, voilà, il se passe un petit peu la même chose sur les fleuves adjacents, comme donc on a l'Hérault, le Libron, l'Orbe et l'Aude, donc c'est un petit peu différent. Et on a cette même histoire avec la formation des cordons, le début du colmatage progressif. Et je remets juste en arrière, parce que là, c'est intéressant qu'on dise, parce que les premières communautés d'agriculteurs sédentaires sont arrivées en Métane occidentale autour de Port-Tiragne, et durant la formation de ces plaines. Donc ils avaient en même temps de quoi cultiver. C'est des peuples qui sont arrivés d'Italie, donc ils sont arrivés certainement par la mer, et ils ont pu développer pendant plusieurs siècles
l'agriculture et sont les premiers villages sédentaires qui sont connus en Méditerranée occidentale. Et c'est à ce moment-là. Et en défrichant, ils ont participé au colmatage de la lagune. Parce qu'ils sont défrichés, il y a plus de sédiments qui sont arrivés dans la lagune, et ils ont accéléré un petit peu ce processus. Donc après, il y a 4000 ans, voilà, alors là je vais vous parler d'un site, très rapidement, un site de la Motte ici. Donc je vais faire court, mais il y a quand même, donc c'était assez peuplé, il y avait des communications dans ces lagunes, ça c'est attesté. Et puis voilà, l'image d'aujourd'hui avec ces plaines totalement colmatées. Donc juste pour donner une ordre d'idée, c'est à peu près, si je ne dis pas de bêtises, c'est 14 km de colmatage. Et là, on n'est plus à 10 mètres par an. Là, j'avais calculé ça vite fait, c'est à peu près 1 mètre par an, si je ne dis pas de bêtises. À peu près. C'est juste une ordre d'idée de colmatage. Voilà, donc sous la couleur claire de l'image de mon collègue d'avant, ben, sous cette couleur claire du quaternaire, et ben, en fait, on voit des paysages qui ont changé. Et si on veut en avoir une idée de ça, de ces paysages qui ne sont pas si anciens, je vous invite à voyager dans Google Earth par exemple, d'aller voir le Dniepr, donc si vous faites pas, ou l'Arctique en Ukraine, en fait autour de la mer Noire. Autour de la mer Noire, parce que la mer Noire est un passé maritime plus récent et le colmatage n'est pas fini. Et vous pouvez voir une complexité de paysages que l'on ne devinerait pas aujourd'hui. Un petit peu l'Arctique, c'est un petit peu l'héros il y a 6000 ans. D'accord, je dis ça, voilà, si vous êtes curieux de ça. Et vous allez aussi au Texas, vous pouvez voir ce genre de choses. Alors, ce paysage, il est occupé avant le néolithique, mais en tout cas, il est densément occupé depuis le néolithique. Et ici, donc c'est une carte qu'a fait Yuri Bermond, qui va parler à ma suite, et qui montre en fait, j'en parle très rapidement, mais la densité d'occupation du littoral, enfin des zones littorales, du rétro-littoral, à toute époque. Donc cette densité, elle est importante, et aussi le vide d'informations archéologiques sur les zones qui ont été lagunaires, donc c'est sûr qu'on ne vit pas dans une lagune, mais en même temps aussi qui ont été sédimentées, il y a eu de la sédimentation depuis 7000 ans. Donc à la fois, s'il y a des sites, on les connaît moins parce qu'ils sont enfouis, et aussi ce sont des zones qui ont été attractives, mais dont on ne devine pas les paysages passés actuellement. Alors là, je vais rezoomer un petit peu sur Agde pour donner juste un exemple du site de la Motte, qui est un village de l'âge du bronze, qui a été fouillé par des collègues, par Jean Gasco et par Thibault Lachenal depuis maintenant plus de 10-12 ans. Donc c'est un village où on trouve beaucoup de restes archéologiques, on trouve de l'habitat, des restes d'agriculture. Et il a je ne vais pas vous le détailler parce qu'on n'a pas trop le temps, mais c'est un village qui s'est trouvé à l'embouchure de l'Hérault et en même temps sur les berges lagunaires. Donc ce sont quand même des gens qui sont implantés là et qui ont contribué aussi au colmatage parce que l'habitat s'est étendu sur les dépotoirs du village. Et là, je vais dire une bêtise, c'est 3 siècles de durée à peu près. Bon, le village a perduré plusieurs siècles. Donc voilà, ça c'est une reconstitution de Jean Gasco et de Thibault Lachenal. Il y avait des clionnages sur les berges, un habitat bien sûr juste en amont, et puis des dépotoirs. Les gens ils mangeaient des coquillages, ils mangeaient de la viande, ils exploitaient les céréales et ils jetaient leurs détritus dans la lagune. Et petit à petit, ils ont colmaté la lagune et l'habitat s'est étendu sur ces zones-là. Autre exemple, Carmont et la forêt mésolithique, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais donc, durant cette période d'ennoiement, le golfe d'Aigues Mortes en fait, a une histoire qui est dominée par le Rhône, puisque le cordon littoral que l'on voit est principalement dû à la dérive littorale, c'est-à-dire aux sédiments du Rhône qui vont d'est en ouest. Il y a quand même une histoire, on va dire, locale avec le Lez, le Mosson, le Vidourle, etc., qui apportent des sédiments. Et il y a quelques années, étaient retrouvées des souches d'arbres, donc au large de Carmont et de Palavas, et au pied d'un ancien cordon littoral qui est gressifié, qui est assez connu, et qui date aussi d'à peu près 7000 ans. Et ce cordon a été érodé
est transgressé cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de sédiments, et même si le niveau de la mer est monté beaucoup plus lentement à certaines périodes, mais là il n'y a pas assez de sédiments pour qu'il y ait une phase de progradation. Donc là c'est un exemple de transgression. Et voilà, donc les plongeurs, donc entre autres Jacques Jouvenet, etc., qui est en train de récolter une souche. Et ces souches sont toutes. Alors, les dates sont plus précises maintenant, elles sont toutes datées. Alors, en Noirmont, elles sont datées de 8200 ans. Et donc, on peut imaginer. Elles étaient en bord de lagune à cette époque-là aussi. Donc, on peut imaginer de grandes lagunes qui supportaient une forêt de chênes à cette époque-là. Presque. Donc, voilà, notre image, je passe un peu vite. Autre exemple, juste un peu plus en amont. Sauf que je vais Latte. Alors, moi j'ai pas très net, mais donc un peu plus en amont, Deleuze a aussi fait aussi la même histoire dans une configuration un peu différente. Il y a eu une Valéria, les dépôts laguno-marins remontaient au moins jusqu'à Port-Marianne. Ça, on l'a vu sur des chantiers préventifs assez récents. Et puis, il y a une histoire de colmatage et jusqu'au site de la Tara. Donc, ça participe aussi à la même histoire. Donc là, vous voyez différentes phases de colmatage. Alors, je vous remets en arrière. Donc, du néolithique. Alors, on aurait pu remonter un petit peu plus loin et la mer un peu plus au nord. Et l'âge du fer et jusqu'au période actuel. Donc, c'est encore une fois une histoire de colmatage assez récente et qui n'est pas finie à l'époque médiévale. Donc c'est vraiment un front pionnier pour les sociétés à différentes époques. Donc, dans cette histoire, il y a une époque qui est importante, c'est le putage glaciaire. Le putage glaciaire, c'est une période froide et agressive pour les sols qui va du XIIIe siècle en gros jusqu'à la fin du XIXe. C'est aussi une période, alors c'est un peu caricatural, mais de plein des campagnes, l'agriculture était assez intense et dans les bassins versants. Et donc là, je vous ai mis, pour un peu exprimer ça, je vous ai mis deux images d'Agde et du Cap d'Agde, donc à la fin du XVIIIe et aujourd'hui. Donc ce que l'on voit, c'est que l'agriculture était partout, il y a des apports de sédiments que l'on voit très nettement sur le littoral, et le littoral est peu aménagé. Maintenant, ça contraste fortement. Le littoral est fortement aménagé, il y a de nombreux barrages dans le bassin versant, et les sols sont artificialisés. Il en résulte quoi de ces changements? C'est que le trait de côte a fortement reculé. Là, ici, par exemple, si vous connaissez un petit peu, la plage d'Ata Marissière, c'est un peu un maximum, là, mais a reculé d'à peu près 500 mètres depuis le 19e siècle. Et cette forme est typique, en fait, c'est vraiment des apports massifs du putage glaciaire qui sont après un petit peu redistribués sur les plages de cette époque-là. Ce recul, donc, est dû à un changement de paradigme entre l'élévation du niveau de la mer, qui contribue, on l'a calculé pour l'état du Rhône, mais j'ai calculé pour ce secteur-là, qui contribue, mais ce n'est pas le facteur le plus important, cette nouvelle élévation du niveau de la mer due au réchauffement climatique récent. Par contre, c'est l'arrêt d'apports sédimentaires et le changement climatique entre une période agressive et moins agressive qui fait qu'il y a énormément moins de sédiments qui arrivent aux côtes et qui ont entraîné ce recul. Donc, quelque part, cette histoire, je vous raconte, elle finit. Voilà, c'est ce que je veux vous montrer aussi, c'est que à la fois les informations qu'on lit dans le sol et aussi que ce littoral il a toujours bougé, et qu'on a un petit peu construit actuellement sur un petit peu ce littoral hérité du putage glaciaire. Donc le temps qu'il se transforme, bon, plus maintenant, mais à des périodes où on en a été étonné, oui, on est étonné, mais ça a toujours bougé, il y a moins de sédiments qui arrivent, le niveau de la mer monte, le littoral recule, c'est pas grave. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que le littoral, on hérite un petit peu du littoral du putage glaciaire. Donc, et bientôt, on peut se poser la question pour le futur. Donc, on constate, on mesure, il y a pas mal de gens qui font ça au Berghem ou ailleurs, que le littoral s'érode et que les lagunes se colmatent. Donc, est-ce que c'est uniquement à cause du réchauffement climatique? Souvent, on dit ça, mais à cause du niveau de la mer et du réchauffement climatique. Alors, ça contribue fortement, mais cette échelle globale, climatique globale, est aussi fortement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, à relativiser par rapport à ce que l'on fait localement dans le bassin versant, c'est-à-dire on bloque les sédiments, on artificialise les sols,
Et ça, c'est une échelle locale. C'est-à-dire, je caricature, excusez-moi, mais c'est pas le réchauffement qui est dû aux Américains ou aux Chinois. Là, c'est nous qui avons aménagé le bassin versant, pour des bonnes raisons, plutôt bonnes, etc. Je ne juge pas ça, mais en tout cas, les transformations du littoral actuel sont directement dues à nos actions et aussi à la prise en compte de l'évolution du littoral depuis le période glaciaire au moins. Donc, en conclusion, je voulais rappeler un peu des grandes idées. C'est que nous héritons d'un littoral qui a une longue histoire. C'est un petit peu cette idée-là qui, des fois, n'est pas présente partout. C'est ce qu'il y a dans le sol, ce qu'il y a sur le littoral, c'est la même chose. Ça a une histoire. C'est pas dû à un phénomène physique présent. Moi, j'ai déjà vu ça, des gens qui se baladaient sur des plages, qui disaient « Ah bah oui, le plage recule à cause de la tempête d'hier. » Non. La tempête d'hier, elle fait reculer a pris du sable, l'a mis sur l'avant-plage, et l'été suivant, ce sable pourra remonter sur la plage. Donc il y a des phénomènes de temps long, et on ne peut pas comprendre un recul d'un littoral sans prendre un petit peu de recul chronologique et un petit peu de distance. Donc ce que j'ai très rapidement évoqué, il y a aussi une complexité des situations géomorphologiques. Quand je vous dis que le littoral recule, c'est vrai en moyenne, mais il y a des endroits où il avance, comme le point de la Spiguette. Donc il y a une grande complexité dans le passé et aujourd'hui. Et donc le paysage et le littoral est un système complexe. Cette notion de système, elle est importante. Et donc l'homme fait partie de ce système depuis au moins le néolithique. Donc ça, c'est un petit peu important de le comprendre. On retrouve ça dans les sols, mais on peut comprendre l'évolution du littoral que de cette façon, je pense. Donc les sols et les sédiments sont donc un patrimoine, parce qu'ils permettent de raconter une histoire, ils conservent une trace des paysages, donc de l'agriculture, de l'évolution de la végétation, etc. Donc c'est un patrimoine par contre qu'il y a à découvrir et qui nécessite forcément, que ce soit pour les scientifiques une dose d'interprétation ou pour les médiateurs, un travail important de médiation. Il ne parle pas de lui-même. Et donc l'érosion de ce littoral et l'érosion des sols est donc une perte de patrimoine biologique, archéologique et donc paysager. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et je voulais juste finir pour faire de la pub. Donc j'ai bien gagné. Voilà. Donc j'ai réalisé avec ma doctorante Natalia et d'autres collègues, dont Yuri, une exposition sur l'évolution des rivages, donc avec un gros destiné au grand public. Voilà. Merci de votre attention. Bonsoir. Bon, moi, je ne vais pas vous parler d'horizontalité, je vais vous parler plutôt de verticalité. Et je vais encore plus zoomer sur un micro-bassin versant. On n'est pas très loin du secteur que Benoît vient de nous présenter. Ce qu'on voit au fond, c'est 7 avec l'étang de Thau en fond de paysage. Et ce qu'on voit au premier plan, c'est une petite tronçon de la voie dormiciale. Et donc, c'est un petit bassin versant douette qui vient alimenter au moment des phénomènes sévenols très limités dans le temps, un petit cours d'eau qui va se jeter dans la lagune de l'étang de Thau. Le Palace, c'est la petite rivière qui se jette en mer à l'entrée. Donc vous voyez, on n'est pas sur les mêmes échelles, on est encore descendu. Donc c'est juste pour vous montrer donc, la vue que vous avez vue, c'est juste à l'angle. C'est juste pour vous montrer un peu la position topographique et géographique. C'est la fin des collines de l'Amour, donc qui font face à la Gardiole, massif calcaire froid, et la zone agricole qui, là, c'est des vieilles photos aériennes. C'est plus l'état végétal aujourd'hui, il y a beaucoup de friches. Donc je vais essayer de vous présenter, donc j'ai essayé de faire un exposé un peu pour répondre au sujet de ce soir. Quel est l'impact de la mise en place d'une voie publique à l'époque romaine dans un paysage méditerranéen et les conséquences de la construction de cette voie sur un paysage qui paraît relativement stable quand on n'appréhende pas justement dans la durée ça. Donc là je vous ai mis une coupe, donc c'est lié à une fouille archéologique du petit Alvec, donc ce qu'on a en bleu, les limons orangés que vous voyez au fond. C'est le cours d'eau de Marignasque, l'Oued, qui est quasiment sec toute l'année avec une petite ripiscine, avec deux versants un peu dissymétriques, parce que d'un côté, c'est le versant des collines de l'Amour, donc vous voyez la photo dessous du calcaire dur, et
il y a du Jurassique, mais aussi, vous comprenez, dans l'exposé, il y a aussi de la bauxite qui traîne pas loin. Et par contre, de l'autre côté, rive gauche, c'est plutôt du Miocène, il y a des niveaux gravillonneux, ce que vous voyez en photo, avec des fois des passés d'huîtres fossiles. Voilà. Donc c'est assez varié, il peut y avoir du sable, du gravier, il y a des conglomérats qui sont formés, et donc il fait un profil un peu différent parce que la dureté est différente, et dans l'histoire du paysage, ça a des conséquences. Donc c'est un versant assez stable, on va dire. Donc au moment de la conquête romaine, donc, après avoir conquis l'Espagne contre les Carthaginois, les Romains rentrent, on va dire, chez nous. Et donc, parallèlement à la conquête militaire, se met en place une grande voie publique donc stratégique pour lier les deux péninsules italiennes et espagnoles. Et donc, qui passe par chez nous, en haut, Germain Beaucaire, là c'était juste pour montrer le tracé. Et donc, vous voyez, Marinesque, c'est au milieu de rien, juste un peu au nord de l'étang de Thau, nous a permis d'arriver à travailler sur la mise en œuvre de la voie domitienne et surtout d'avoir la chance, par la présence d'un petit relais routier, d'arriver à avoir des éléments de chronologie pour arriver à caractériser et dater les phénomènes qu'on observait, en particulier la datation de la construction de la voie. Même si l'histoire, on l'a connue, on sait que c'est vers moins 118 que Narbonne est créée, la Narbonnaise, la Transalpine. Ça, c'est juste pour vous montrer sur la table Pétinger, c'est le delta du Rhône et les Pyrénées représentés de manière assez stylisée. Donc, vous voyez, je vous parlais de la bauxite, parce qu'on était juste à côté d'une exploitation de bauxite, de mine bauxite à ciel ouvert. Ça devait commencer au 19e, et là, ils essayaient de purger en aérien. Donc sur Loupian, c'était un des rares tronçons de la voie domitienne qui n'était pas très bien connu. C'était une commune où on avait perdu le tracé. On pouvait essayer de le restituer graphiquement, on va dire, sur les cartes. Sur le côté Saint-Ibéry, Vallée de l'Hérault, Metz, elle était conservée en chemin agricole. Et après, dans le bassin de Montbazin vers Montpellier, c'était aussi assez bien conservé. Mais sur Loupian, c'était quasiment entièrement perdu avec des hypothèses. Dans les années 80, on avait trouvé dans une parcelle un peu de matériel romain qui permettait de proposer une occupation au contact du tracé théorique. Et les travaux de mine bauxite nous ont permis de faire une fouille dans le secteur. Alors vous voyez, le petit potier bleu, c'est le cours d'eau. Vous voyez les courbes de niveau un peu, donc il n'y a pas de cours d'eau. Il faut théoriser là, parce qu'il n'y a pas d'eau. Il y a de l'eau 3 jours par an, au mieux. Ça peut être assez violent. Et donc le cours d'eau descend et puis repart vers le nord-ouest pour aller rejoindre le ruisseau de Palace. Et donc les Romains, qui font quand même des routes relativement droites, ont dû faire un franchissement pour ce secteur. Donc l'aménagement de la voie au moment de la construction de celle-ci, donc il faut que vous fassiez une recette pour la voie domitienne. Ce n'est pas l'image qu'on a d'Ambrousson. La montée d'Ambrousson, ce n'est pas la voie domitienne. La voie pavée, ce n'est pas la voie domitienne. À Ambrousson, c'est une voie urbaine. Là, vous avez un aménagement qui fait 18 mètres de large, avec, pour le franchissement du cours d'eau, un enrochement qu'on estimait à plus de 500 mètres cubes, donc sur 18 mètres de large. Là, c'est la fouille, hein. Donc vous voyez qu'il y a des périodes un peu différentes représentées. Et vous voyez au milieu il n'y a pas de pointeur, c'est pas grave. Vous voyez les grosses pierres, en fait, dans l'aménagement de la chaussée, les Romains ont construit un canal pour permettre la circulation de l'eau au moment des crues, des pluies, pour passer la voie sans la dégrader. Donc ça, c'est la mise en œuvre de la voie, l'enrochement et le dallo, le canal dans la chaussée, donc on ne le voit pas quand on circule, permet l'écoulement des eaux. Ça fait à peu près 1,40 m de haut sur 70 cm de large, et ça traverse de façon biaise, puisque ça reste sur l'axe de l'écoulement naturel, les 18 mètres de traversée de la voie. Là, on est donc vers la création de la première voie romaine,
On le sait parce que collé à cette voie a été installé un relais routier. Donc vous voyez l'arrochement, les blocs à gauche qui est limité par de très gros murs massifs. Et il y a quasiment 1,40 m de rocher qui a été amené. Alors, il faut. L'exploitation, c'est du local. Vu un chantier comme ça, vu le kilométrage, on ne s'amuse pas à aller chercher des. Même aujourd'hui, c'est déjà le cas. Plus près on trouve les matériaux, mieux c'est. C'est pour ça que sur un secteur, on trouve les matériaux un peu différents sur un versant. Donc là, je vous ai mis un plan général. Je ne vais pas parler du relais routier parce que ce n'est pas le sujet, sinon on se perdrait dans les détails. Mais vous voyez, en fait, il y a la voie qui fait 18 mètres de large avec 3 parties de 6 mètres de chacune. Une voie centrale, principale, qui est en pointille ici, et 2 voies latérales de part et d'autre qui forment aussi à peu près 6 mètres de large. On a eu la chance en plus sur cette voie à trouver un petit carrefour avec un petit chemin secondaire qui part vers l'étang de Thau. Et de part et d'autre du franchissement, puisque vous voyez l'écoulement, c'est la zone bleue avec les flèches et le dallo qui traverse la voie, des bâtiments liés au relais routier pour le service aux voyageurs, pour faire stocker, mettre les bêtes à l'abri, les marchandises, faire de la cuisine. Vous voyez tout ce qu'il y a en rouge, c'est des foyers des fours pour cuisiner. Il y a sûrement même du contrôle fiscal, il y a de l'échange de services, donc il y a du monnayage, il y a beaucoup d'alimentaires préparés, il n'y a pas de production propre, c'est plutôt du service. Là, c'est l'autoroute, l'autoroute de l'époque. Et on va voir donc la construction de cette voie sur ce petit web et les conséquences que ça va avoir entre le point le plus haut qu'on a de la fouille vers le nord et le point le plus bas au fond du Talweg, on a 6 mètres de dénivelé. Donc vous voyez le dallo, là on avait enlevé une partie de la couverture qui traverse l'enrochement et qui venait se jeter dans un chemin d'écoulement. Je vous ai mis des photos soins de fouille parce que ça donne aussi l'échelle de certains blocs, parce que si on n'a pas l'échelle, c'est des fois difficile. Voilà la sortie du canal. Donc là, on est dans le chemin, presque sur les niveaux naturels. À droite, en fait, il y a un gros mur, mais c'est parce qu'il y a des bâtiments du relais routier qui se protègent de l'écoulement des eaux. Vous voyez, les gabarits des blocs, c'est quand même du lourd. Et la voie, en fait, ce que je vous disais, se décompose en 3 parties. Donc là, je vous ai mis une coupe un peu théorique et cumulée dans le temps. Les flèches, vous voyez, les traits noirs denses correspondent au niveau de roulement des voies. Donc la première phase, on a une voie centrale limitée par des petits murs bordiques qui surélèvent la voie. Et de part et d'autre, on a une voie secondaire de bas-côté qui est sur celle en aval, qui est assez soignée en fait, parce qu'il y a un cailloutis important qui a été reconnu avec des niveaux de roulement. Par contre, sur le bas-côté amont, elle est un peu moins soignée, et on a rapidement compris que c'était lié à la construction du carrefour, qui faisait qu'en fait, c'était presque une voie qui était devenue désuète, puisqu'on ne pouvait plus circuler sur ce côté, et on était obligé de prendre la voie centrale. Les niveaux de roulement, vous voyez alors, ne me dites pas, ça fait 1,40 m de large, les charrois, il y a des ornières partout. Partout, on regarde, il y a des ornières. Et donc, vous voyez déjà qu'il y a des parties où on voit des cailloutis, et des parties où on voit des niveaux plus ou moins rouges, orangés. Et en fait, venant de l'amont, venant du petit bassin versant, très rapidement, on se rend compte qu'il y a des apports sédimentaires très importants qui arrivent. Parce que parallèlement à la mise en place, d'abord, il y a déjà eu des occupations depuis le néolithique. Mais à l'époque antique et romaine, en particulier avec la conquête, à partir du 1er siècle avant, il y a énormément d'établissements ruraux qui se mettent en place dans les bassins versants, au niveau agricole, des petites fermes, souvent viticoles, pour la production du vin, qui viennent jusqu'au contact des garrigues. Et en plus, il y a aussi de l'exploitation des bois qui se trouvent dans les massifs, comme le massif de la Gardoue, le massif de la Montre, qui favorisent donc les phénomènes d'érosion qu'on avait évoqué précédemment et qui viennent en fait petit à petit amener des sédiments qui vont petit à petit colmater l'écoulement qui se passe sous la voie.
Donc petit à petit, il y a le double effet qui est évoqué de l'érosion dans le bassin versant qui vient amener des sédiments. Donc les premiers niveaux d'apport qui sont observés, c'est essentiellement des couleurs brunes, parce que vous allez voir après que les couleurs vont changer. Parce qu'en fait, c'est un bassin versant qui était relativement un peu érodé, dont on avait les sols pédologiques ou agricoles, on pourrait dire, assez bien conservés, pas dégradés. Donc l'action de l'homme, l'exploitation agricole, les versants nus, plus les rejets qui sont évoqués, il y a un relais routier avec du commerce, de la consommation. Qu'est-ce qu'on fait? On jette aussi les déchets, les amphores, les reliefs de table dans le chenal et on attend qu'il y ait un bel orage pour évacuer tout ça. Petit à petit, tous ces phénomènes-là convergent pour colmater le Dalo, qui fait qu'au bout de moins d'un siècle, des phénomènes de crue se produisent, l'évacuation ne peut pas se faire par le chenal qui est aménagé, la voie sur mer est noyée. Alors ce que vous voyez là, en fait, c'est le mur qui maintient l'enrochement, et vous voyez des très grosses pierres, ici, là, qui sont plutôt jaunes, c'est pas du calcaire froid, c'est du calcaire de conglomérat de calcaire coquillé, qui ont été amenés à un moment donné dans un temps de la vie du site pour venir renforcer l'enrochement qui avait été emporté, le mur qui avait été emporté, et donc ils ont décidé de réaliser une grande plateforme pour se protéger des inondations, pour protéger les bâtiments des inondations et d'effet des réparations, un peu de fortune de la voie. Et quand on est noyé, qu'est-ce qu'on fait? On se surélève. Donc, vous voyez le gabarit. Donc là, ça vous donne une idée de la hauteur du chemin. On recrée cette plateforme, vous voyez les grosses boules de pierre. C'est fait dans un second temps, à la deuxième moitié du 1er siècle avant. Le relais routier est toujours occupé, mais il décide de développer cette plateforme pour se protéger et chenaliser un peu plus l'évacuation de l'écoulement. Sauf que le Dalo s'est bouché, ils sont obligés de trouver une solution, on va dire un peu de fortune. C'est quand même une voie publique, donc il faut que ce soit entretenu. Donc on surélève, on reconstruit une voie sur la voie intérieure, de quelques dizaines de centimètres. Donc là, vous voyez les deux murs bordiers de la voie centrale, qui est la mieux soignée. Et petit à petit, avec le temps, c'est la voie centrale qui va rester le seul élément de circulation. Et au lieu d'avoir un grand conduit qui permettait l'écoulement généralisé, alors nous on en a retrouvé qu'un, ils ont fait des petits conduits, vous voyez, qui faisaient quelques 30-40 cm de hauteur, en surélevant la voie, qui a permis l'écoulement de l'eau pendant quelques décennies, mais pas très longtemps, parce que vu les apports sédimentaires très importants, rapidement les sables qui étaient orange et rouge sont venus colmater ces conduits-là. Donc vous voyez, ça c'est pour vous donner une idée, il y a les bâtiments, il y a le carrefour ici, l'eau arrive, passe par ces petits conduits, la voie de bas-côté amont est déjà noyée de sédiments sableux, limoneux, apportés par du bassin versant, de l'érosion du bassin versant. On construit, il y a sûrement des sous-phases qu'on n'a pas réussi à, parce que chronologiquement c'est très très serré dans le temps, pour faire un chenal, permettre le chenal d'écoulement, puisque le mur côté droit a été complètement emporté. Et donc là, vous voyez, on est au pied de la flèche, on est sur la deuxième partie de voie plus haut. Ici, il n'y a plus de circulation du tout depuis un moment, et on peut espérer que sur le bas-côté aval, on continue à circuler, puisque le support de pierre est encore conservé, continue à circuler sur les niveaux sableux qui peuvent s'accumuler, puisque les bâtiments sont aussi en terrasse sur les versants du bassin des deux côtés de l'écoulement. À un moment donné, au bout d'un moment, on abandonne, quand on prend des crues, plus peut-être aussi des choix politiques font que le relais routier s'arrête à la fin, avant le début du changement d'air. Le relais routier est complètement abandonné, il n'y a plus aucune occupation, mais c'est une voie publique, la voie ne s'arrête pas. Donc il y a un phénomène d'exhaussement de plus d'1 mètre
de la voie. Et là, on crée un petit ponceau à Barbacane, c'est-à-dire là, on crée un ponceau avec deux conduits assez importants, en rehaussant la voie de plus d'1 mètre. On n'a plus les 3 voies qui fonctionnent, puisque c'est déjà une avait qui avait été abandonnée. Vous voyez, il y a une réduction de la voie centrale qui se fait au niveau du franchissement, ici. Et tous les bâtiments sont ennoyés en fait par les sédiments. On ne cherche même pas, on va dire que là, on est vraiment au-dessus des bâtiments. Il y a une épaisseur sédimentaire énorme. Le carrefour se maintient, parce qu'il est dans la partie un peu haute et sur le versant qui est un peu plus dur. Donc ça, c'est le ponceau à Barbacane, ce qu'il en reste. Hein. Donc vous voyez les 2 conduits dans lesquels s'est coulée l'eau. Il reste des éléments de couverture conservés, mais on n'a pas roulé sur ces dalles. On a roulé sur un niveau de Ronan qui était encore au-dessus. Il n'y a pas de trace d'usure de ces dalles. Vous voyez les dépôts sédimentaires dans le conduit, les couleurs qui n'ont plus rien à voir avec les couleurs marron, brunes qu'on avait vues précédemment. Là, on est surtout sur des jaunes, des verts, des couleurs vertes, qui en fait signalent qu'on est sur le bassin versant où il y a une majorité de sédiments du Miocène, donc des marnes argileuses vertes, jaunes, ça veut dire que la couverture pédologique du sol s'est dégradée, et donc on est en train d'entailler ces niveaux tendres préférentiellement, puisque bon, les bancs rocheux ils sont quand même un peu plus résistants. Et vous voyez, on monte, quoi. On est monté et c'est allé relativement vite. Même ce ponceau qui est quand même bien construit, lié au mortier, donc au début du changement d'air, on a pu observer qu'il y a eu des réparations des avant-becs. Donc là, vous voyez, on est en haut, hein, on est sur la partie haute. Mais l'histoire sédimentaire ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, on a du mal chronologiquement, puisqu'il n'y a plus d'établissement de pouvoir dater après la fin de la voie domitienne, mais au moins jusqu'à la fin de l'Antiquité, la voie domitienne a continué à fonctionner. Vous voyez l'épaisseur sédimentaire qu'on a pu observer. Le mur que vous voyez au fond de la tranchée, donc là on est sur des niveaux du 1er siècle avant. Les couleurs un peu... premières couleurs qui verdissent, on serait au début du Haut-Empire. Mais le mur que vous voyez là et l'empierrement que vous voyez là correspond en fait à des gros chenaux d'écoulement qui ont été souvent construits pour couper la voie, pour laisser l'écoulement de l'eau se faire. Donc là, on est vers le 14-15e siècle. Vous voyez l'épaisseur sédimentaire. Hein. Derrière, c'est le pierrier de la mine. J'ai mis cette carte parce qu'on avait fait une intervention sur les voies romaines. C'est juste pour vous montrer là, c'est la hiérarchie des cours d'eau. Vous voyez, le réseau de chevelus des cours d'eau. Donc effectivement, sur l'étang de Thau, les cours d'eau majeurs, il n'y en a pas beaucoup. En bleu foncé, c'est les cours d'eau d'Hypérène, on va dire, en eau. Vous voyez le Marinesque où il se trouve, il n'y a quasiment rien représenté. C'est juste pour vous montrer, les points rouges, c'est les croisements entre la voie et des cours d'eau référencés par c'est les décartages, c'est la hiérarchisation des cours d'eau. Je crois que sur Marinesque, il n'y a même pas de cours d'eau sur ce que je vous ai montré. Donc vous voyez, grosso modo, en fait, des ouvrages de franchissement à l'époque antique pour la voie domitienne, il y en a partout. Et là, c'est une estimation à minima. Peut-être il y en a 2 fois plus, 3 fois plus. Alors qu'on en connaît très très peu. Si on a les plus connus, enfin en Bousson, sur le Vidourle, et après des oui-dire sur Castelnau, le passage du Lès, mais on n'a pas d'observation archéologique bien tenue. On sait qu'il y avait un pont, un ouvrage, mais il y a beaucoup d'ouvrages secondaires qui doivent franchir tous ces petits cours d'eau méditerranéens de type oued, comme celui de Marinesque. Et là, je voulais vous montrer, donc ça, c'est pour le Moyen-Âge. Je n'avais pas de coupe sur le Moyen-Âge, mais les flèches que vous voyez les couches marron là, qui font des trous dans la voie, en fait, correspondent à des chenaux du Moyen-Âge. Alors, qui sont des fois creusés volontairement, qui ont vraiment été, puisqu'ils ont été aménagés avec des parois construites. Parfois, c'est peut-être aussi des gros phénomènes, on parlait de la petite période glaciaire, des phénomènes aussi très érosifs avec de
de la granulométrie très grossière aussi, qui est venue dégrader la voie. Vous voyez la ripisylve, les arbustes, là, cette flèche-là, en fait, le cours d'eau contemporain reprenait en partie un chemin qui avait été aménagé à la fin du Moyen-Âge. Donc à un moment donné, tout se mélange. Et quand on fait la planimétrie de ces phénomènes de chenalisation de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne, ben, vous voyez les saignées que ça pouvait faire. Ici, là, c'est une fois qu'on a levé l'aménagement du chemin, à travers la voie, c'est vraiment des grosses saignées, quoi. Et là, il y en avait une là, il y en avait un ici, qui venait d'Amo. Chaque fois que vous voyez le mur de bord de voie qui n'est plus présent, c'est qu'il y a eu un chemin qui est venu tout casser. Et en planimétrie, ça vous fait des choses comme ça. Juste, vous voyez, même les chenaux se confondent. Des fois, on en a sans chronologie, des fois, on en a avec un peu de chronologie. Celui-là, c'est l'état le plus récent pour un cours d'eau qui est quand même fort modeste. Mais c'est vrai que c'est sûr, on sent qu'il y a un terroir agricole, qu'il y a une reconquête agricole des espaces, et on veut stabiliser les écoulements pour pouvoir faire de l'agriculture à côté. Parce que ça demande quand même un gros investissement de construction. Vous voyez, les murs c'est quand même pas du détail. Enfin, avant que les fouilles se fassent, on était sur une parcelle plane, vous voyez, en vigne, qui était cultivée. Et en fait, dans les années 80, on a trouvé un petit site romain parce qu'en fait, il se trouvait sur le haut du versant à la droite, et les labours agricoles accrochaient une partie des bâtiments qui faisaient remonter de la céramique. Et en fait, quand on s'est mis à fouiller, on s'est rendu compte qu'il y avait des bâtiments qui s'enfonçaient dans la topographie et qui étaient masqués par, je vous dis, entre le point le plus haut et le point le plus bas, on a 6 mètres de dénivelé. Donc vous voyez, en 2000 ans, le changement topographique. Et pour finir, j'ai 2 diapos. Donc ça, c'est le cours d'eau sur le cadastre actuel. Ça, c'était la HO, c'était le petit site qu'on a vu en prospection. Donc le cours d'eau complètement artificialisé, hein, c'est un fossé en fait, qui sert de limite de parcelle. Ça, c'est pour montrer un peu l'épaisseur sédimentaire. Toute cette épaisseur-là, c'est anthropique. C'est-à-dire, il y a, là vous voyez, la personne n'est pas très grande, mais ça fait quand même 2 mètres. Plus 2 mètres au-dessus, là vous voyez, il y a au moins 4 mètres sédimentaires. Et pour la période contemporaine, pendant qu'on faisait les fouilles, en fait, il y avait l'activité minière juste à côté. Vous voyez, c'est des petits tas qu'il y avait derrière de cailloux. Donc, en fait, c'est parce qu'ils voulaient exploiter sur le secteur qu'on a fait les fouilles et qu'on a pu faire ces observations. Et pour finir, donc, la fin de l'exploitation minière, mine et carrière, les deux, a fait que donc, il y a eu un aménagement topographique et paysager, avec encore une fois un déplacement du cours d'eau du Marinesque, parce qu'il fallait restituer la continuité écologique, ou d'écoulement en tout cas, et pas refaire un lac comme on en connaît beaucoup suite à des exploitations. Et de concert avec la mairie, il y a eu. Alors à l'époque, on n'avait pas encore cette vision de 18 mètres de large, puisque c'était en 2015. On avait fait l'axe principal de la voie centrale pour essayer de redonner dans le paysage une continuité, enfin une vision. Et cet été, en fait, sur la partie qu'on a fouillée, on a fait un aménagement qu'on va inaugurer bientôt, où on remet ce qu'on n'a jamais vu en fait sur le terrain, puisque vous voyez, l'histoire de la voie a été tumultueuse dans le temps. Et là, on a essayé de redonner, on s'appuie sur les observations véridiques, hein, les murs, ils y sont dessous, ça c'est le mur de soutènement, et on voit la voie centrale restituée au milieu avec ses murs de soutènement, et on voit les écoulements, en fait, ce qu'on peut... Et vous voyez la vigne au-dessus, en fait, tout ça c'est du sédimentaire qui a moins de 2000 ans, qui a été colmaté, et peut-être un jour on ira voir, on trouvera la suite du réseau routier. Voilà. Et je crois que j'ai terminé.